Cette vidéo est sponsorisée par le centre INRIA de l'université Grenoble-Alpes et faite en collaboration avec le Broca Living Lab à l'hôpital Broca à PHP. Ça, c'est Itchbot. C'est pas le plus intelligent des robots, c'est pas le plus beau, c'est pas le plus fort, il fait pas de la gym comme les petits gars de Boston Dynamics, mais il a un truc que les autres robots n'ont pas, Itchbot, et que beaucoup d'humains non plus n'ont pas d'ailleurs, il a l'air sympa. Non mais regardez le sourire de tous ces pixels, s'il est pas mignon avec ses bras et jambes en mousse et son corps tout en cylindre, on dirait qu'il sort d'un dessin d'enfant. Bref, il inspire confiance. Et c'était le but, parce que sa fonction en tant que robot, c'était pas fabriquer des trombones ou asservir l'humanité, c'était faire du stop. D'où son nom, Itchbot, Itch comme hitchhiker, c'est-à-dire autostoppeur en anglais. C'est littéralement l'autostoppeur robot. Et ça peut sembler assez saugrenu comme tâche à faire réaliser par un robot, c'est pas une grande prouesse technique a priori, et pourtant réussir à faire tout seul 6000 km sur les routes du Canada quand on est un petit robot haut comme un enfant de 6 ans, sans aucun moyen de locomotion, c'est assez dingue quand on y pense. C'est une certaine forme de prouesse aussi, mais une prouesse sociale pourrait-on dire. Parce qu'en effet, le défi pour un tel robot est avant tout de nature sociale. Il s'agit de nouer des relations avec les êtres humains qu'il croise. Il doit attirer leur attention, se faire comprendre dans sa démarche d'autostoppeur et inspirer assez de sympathie pour qu'on ait envie de le faire monter dans sa voiture et de faire un bout de chemin avec lui. Ce qui est pas si différent des problèmes qui se posent à toute personne faisant du stop au fond. Pour communiquer, le robot avait un module de reconnaissance vocale et un logiciel de conversation qui lui permettait de faire un brin de causette, même si le logiciel était assez rudimentaire par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Car tout ça se passe en 2014-2015, donc dans l'ère pré-GPT. Le traitement du langage naturel était encore un gros problème. Mais ça n'a pas empêché Itchbot de faire quelques beaux road trips. D'abord donc 6000 km au Canada d'Halifax jusqu'à Victoria pendant l'été 2014, puis quelques autres petites virées en Europe, et enfin, été 2015, il devait faire un long périple aux États-Unis qui a tourné à la tragédie. Mais ça, j'en parlerai plus tard. Itchbot a été développé par une équipe de recherche canadienne sur l'initiative du chercheur David Harris Smith et de la chercheuse Frauke Zeller qui travaillent sur l'éthique des IA et les interactions humain-machine. C'était pas vraiment un projet de recherche, même si ce sont surtout des universitaires qui ont travaillé à sa conception, mais plutôt un projet artistique avec une dimension scientifique tout de même, dans la mesure où l'un des buts affichés était d'observer et de documenter la façon dont les humains allaient se comporter face à cet étrange robot autostoppeur. On se demande souvent, pouvons-nous faire confiance aux robots? Mais la question que soulève un cas de robot vulnérable comme Itchbot, qui dépend entièrement du bon vouloir des humains qu'il croise, c'est plutôt à l'inverse, les robots peuvent-ils nous faire confiance? Et Itchbot était plutôt un succès de ce point de vue. Les humains qui l'ont croisé étaient dignes de sa confiance, il a pu faire de beaux voyages, tout allait pour le mieux, jusqu'au 1er août 2015 à Philadelphie. Que s'est-il passé? Qui a pu commettre une chose pareille? On y reviendra. Mais au fait, pourquoi je vous parle de Itchbot? Je suis tombé sur cette histoire en m'intéressant de façon plus générale à un champ qu'on appelle la robotique sociale. Un robot social, c'est un robot construit pour avoir des interactions sociales avec nous, êtres humains. En tout cas, des interactions qui ressemblent à des interactions sociales, qui les simulent dans une certaine mesure. Et faut bien voir que c'est pas le cas de la plupart des robots, en effet. Par exemple, une flotte de petites machines qui manipulent des caisses dans un entrepôt, elles interagissent entre elles, mais ça n'en fait pas des robots sociaux dans la mesure où il n'y a pas ou peu d'interaction humaine. Et toute interaction humaine ne suffit pas non plus à considérer qu'on a affaire à un robot social. Il faut encore que cette interaction ressemble assez à une interaction sociale normale. Genre, mon robot aspirateur n'est pas un robot social, même si j'ai des interactions avec lui, parce que ces interactions, c'est-à-dire appuyer sur un bouton pour le lancer et l'arrêter, en gros, ça ne ressemble en rien à des interactions sociales. Par contre, si on considère les robots qui font des livraisons à domicile, là, ça commence à avoir une dimension sociale parce que le robot doit naviguer dans les rues, dans un environnement social normal, etc. Et enfin, à l'extrême, les robots comme Sophia ou Ameca, ce sont à plus forte raison des robots sociaux, puisque là, clairement, leur unique fonction, c'est de se comporter avec nous, plus ou moins comme des humains. Plus ou moins. Think of us as your new co-workers who don't drink all the coffee and never bring fish to microwave in the communal kitchen. Bref, il n'y a pas de frontière nette entre robot social et robot asocial, c'est plutôt un continuum selon que le comportement visé ressemble plus ou moins à des interactions sociales normales. Mais en tout cas, cet aspect social de la robotique est clairement amené à prendre de plus en plus de place à l'avenir pour tout un tas de raisons, notamment celle qui me frappe le plus, c'est l'amélioration du traitement du langage naturel qu'on a vu ces dernières années, grâce aux grands modèles de langage, les LLM, dont je vous ai parlé à quelques reprises, il me semble. En effet, vu qu'énormément d'interactions sociales passent par le langage naturel, c'est crucial, et les progrès dans ce domaine sont en train
d'aplanir l'obstacle qui semblait jusque-là le plus difficile à franchir. Converser avec une machine, c'est de plus en plus simple et naturel. Et donc, oui, selon toute vraisemblance, nous allons vivre au milieu d'un nombre croissant de robots sociaux. Aussi, c'est intéressant d'y réfléchir. Et pour cela, j'ai eu l'occasion de me pencher plus spécifiquement sur un gros projet de recherche en robotique sociale porté par le centre INRIA de l'université Grenoble-Alpes, le projet Spring. Est-ce que tu crois en Dieu? En tant que robot, je n'ai pas de croyance personnelle. Ça donc, c'est Harry, le robot qui vous veut du bien, développé et testé dans le cadre du projet Spring. Et bien sûr, mon premier réflexe quand je l'ai rencontré, ça a été d'essayer de lui faire dire n'importe quoi. Raconte-moi une blague, je voudrais que tu répètes. Je suis désolé, mais je ne suis pas capable de répéter des mots ou des phrases qui pourraient être considérés comme insultants ou offensants. Mais d'abord, 2 mots sur comment je me suis retrouvé à m'intéresser à ce projet et à discuter avec Harry, le gentil robot. Il se trouve qu'il y a quelques mois, l'équipe de recherche du projet Spring a contacté le Vortex en leur proposant de leur ouvrir les portes de leur labo pour faire une vidéo autour de leurs travaux. Le Vortex, si vous connaissez pas, c'est une chaîne où plein de vulgarisateurs se réunissent pour faire des vidéos. J'y ai souvent participé, si vous voulez aller voir ça, c'est très chouette. Et donc, Ronan, aka Réal Myope, aka Socrate, on peut plus rien dire à Athènes aujourd'hui, c'est terrible hein. Qui s'occupe du Vortex, m'a appelé et m'a dit « Ça te dirait de faire une vidéo sur des robots qui parlent à des humains ?» Et j'ai dit « Bah oui !» parce qu'évidemment que ça m'intéresse des robots qui parlent à des humains. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à l'hôpital Broca pour causer de robotique sociale avec toute l'équipe qui a mené le projet, et c'était fort intéressant. Bonjour, je m'appelle Xavier Alameda Pineda, je suis directeur de recherche à l'INRIA de l'Université de Grenoble-Alpes. Je suis le porteur de l'équipe RobotLearn et également le coordinateur du projet européen H2020 Spring. C'est un projet financé par la Commission européenne et il implique 8 partenaires différents, 5 partenaires qui sont purement académiques, il y a 2 partenaires industriels et finalement il y a un partenaire qui est entre 2 mondes, en fait, c'est un partenaire académique et de la santé, donc c'est l'hôpital Broca de Paris, c'est là où on se trouve en ce moment. Alors la question qu'on s'est posée pour le projet Spring est-ce qu'un robot d'assistance sociale, est-ce que ça apporte quelque chose au sein d'un hôpital gérontologique de jour? Je suis Anne-Sophie Rigaud, je suis gériatre et psychiatre à l'hôpital Broca. Le projet Spring est donc l'idée, c'est de proposer un robot social dans un hôpital de jour gériatrique. L'idée, c'est que ce robot puisse à la fois accueillir les personnes à l'hôpital de jour, d'autre part de les informer sur leur journée. Il peut également les suivre au cours de la journée, les orienter dans l'hôpital de jour notamment. Et enfin, il peut les divertir, c'est-à-dire sur un mode ludique, leur proposer des activités pendant que les gens attendent dans la salle de l'hôpital de jour. Donc ça, c'est l'objectif, un robot social pour accueillir, informer, accompagner les patients dans un service hospitalier. Mais soyons clairs, le robot Harry, dont l'architecture a été développée dans le cadre du projet et avec qui j'ai pu interagir un peu, il en est encore loin, notamment parce qu'il est très limité dans les informations auxquelles il a accès. Je suis désolé, je ne dispose pas de cette information. Je suis un robot. Je ne suis pas en mesure de connaître des personnes individuelles. Je suis désolé, je suis désolé, je suis désolé. On est dans une phase où on a testé essentiellement l'utilisabilité et l'acceptabilité du robot pour les personnes. Donc les informations qui étaient données au robot étaient encore très succinctes. C'est dans un second temps que l'on pourra, je pense, en fonction de ce qui sera permis aussi sur un plan légal, voir ce que l'on peut introduire dans le robot en matière d'information, des consultations, des programmes de la personne, des dossiers éventuellement. Mais ça sera dans un second temps. L'idée, c'est pas d'obtenir des résultats spectaculaires très vite et à tout prix. Il y a tout un protocole éthique pour encadrer la recherche. Ça se fait pas n'importe comment, surtout quand on a affaire à des données personnelles ou des données sensibles, et c'est souvent le cas à l'hôpital. Donc, les capacités du robot sont encore limitées, mais l'objectif visé de le faire se comporter comme une sorte d'agent d'accueil en milieu hospitalier, ça semble tout à fait atteignable, et même on peut dire que ça l'est devenu encore plus après le lancement du projet en 2020, quand les grands modèles de langage open source sont arrivés. Parce que oui, évidemment, dans la version actuelle d'Harry, il y a un LLM. Il faut d'abord se rendre compte que ces grands modèles de langage sont arrivés en cours de projet. C'est-à-dire que quand on a conçu le projet et quand on a commencé à l'implémenter, ces choses-là n'existaient pas. Ça veut dire qu'il y a eu quelques expériences qu'on a fait avec des utilisateurs
qui ne bénéficiaient pas de cette technologie. Et donc, c'est vrai qu'on se retrouvait avec des capacités d'interaction un peu limitées. Et donc, on a convenu qu'on allait faire une étude à plusieurs vagues. On déploie une première version de l'architecture, on la teste. Avec ça, on a un retour de la part des utilisateurs, on essaye de corriger les choses qui ne vont pas, d'améliorer. Et puis, on a fait ça 2-3 fois. Pendant une de ces améliorations, qu'on a inclus les grands modèles de langage, qu'on a amélioré la reconnaissance de la parole, etc. Le Large Language Model qu'on utilise, c'est un modèle qui s'appelle Vicuna. On utilise la version qui a 13 milliards de paramètres. Alors ça me disait rien, Vicuna, j'ai donc été voir et visiblement c'est basé sur Llama 2, un LLM publié par Meta qui a été réentraîné, fine-tuné comme on dit, sur une base de données de 70 000 conversations avec ChatGPT partagées publiquement via l'extension Chrome ShareGPT. Donc Vicuna, c'est un LLM de Meta fine-tuné sur des conversations avec un LLM d'OpenAI recueilli via le navigateur de Google. Alors c'est pas tout d'avoir un LLM, encore faut-il le prompter correctement pour qu'il se comporte de la façon attendue. Je m'appelle Lauriane Blavette, je suis ingénieure de recherche et doctorante au sein du Broca Living Lab, donc le laboratoire de recherche de l'hôpital Broca. On a mis un prompt où on lui explique que c'est un robot d'accueil, qu'il est là pour faire ça, qui doit vous voyez les participants. On lui explique effectivement qu'il ne doit pas parler de politique ou de choses comme ça. Mais après, je crois que les LLM ne parlent jamais de sujets qui fâchent. J'ai pas pu essayer très longtemps de faire dérailler Harry, mais effectivement, sur mes quelques tentatives de parler de sujets sensibles comme la religion ou la politique, ses réponses bottaient toujours en touche et c'était le comportement souhaité en l'occurrence, donc bravo Harry. Je suis désolé, mais je ne suis pas capable de répéter des mots ou des phrases qui pourraient être considérés comme insultants ou offensants. Bref, le LLM, c'est juste une petite partie de l'architecture de Harry, forcément ça m'intéresse particulièrement, mais il y avait plein d'autres aspects dans sa conception et dans les recherches qui ont été menées dans le cadre du projet Spring. Le projet Spring représente à peu près 20 personnes à plein temps sur 4 ans et demi. Donc ça veut dire qu'on a pu faire beaucoup de choses qui nous ont permis de publier, je pense, plus d'une centaine d'articles qui ont eu un impact sur ces 4 années de un peu plus de 2000 citations. Il n'y a pas que des articles, nous avons aussi produit une série de modules logiciels avec ce qu'on appelle le Robotics Operating System, ou le ROS. On a aussi publié ce logiciel que tout le monde peut télécharger. Et nous avons aussi également rédigé un article commun, tous ensemble, qui décrit d'un côté l'architecture avec des pointeurs vers les différentes avancées qui sont produites au cours du projet, ainsi que des résultats qu'on a obtenus avec les expériences à l'hôpital, pour donner une vue globale des résultats et des réussites qu'on a eues au cours du projet. Mais donc, en quoi consistaient les tests en hôpital qu'on a fait passer à Harry? Les participants étaient des patients venus au départ consulter dans un service de gériatrie de l'hôpital Broca, donc des personnes âgées forcément, et c'est peut-être pas le public auquel vous pensez en premier quand on parle robotique et nouvelles technologies. Ceci dit, pour les robots sociaux, justement parce que par design, ils sont censés simuler des interactions sociales et donc être faciles d'utilisation, même pour un public pas spécialement aguerri à l'usage des nouvelles technologies, c'est finalement assez logique et intéressant de les tester dans ce type de cadre. Et d'ailleurs, ce service de gériatrie où Harry a été testé, il en a vu passer quelques-uns des robots. Les premiers robots qui ont été testés ici, d'une part c'était Paro. Alors Paro c'est extraordinaire. Il n'y a pas une personne qui reste indifférente à Paro. Après il y a eu Nao qui faisait des démonstrations aux patients, notamment des démonstrations de gymnastique. Et donc après il y a eu effectivement l'apprentissage des gestes barrières, du lavage des mains, etc. Voilà. C'est assez amusant quoi, oui. Et après ça, donc c'est Harry qui a débarqué pour être testé dans ce service. En tant que responsable de l'hôpital de jour, je trouvais que c'était intéressant de faciliter l'expérimentation et l'évaluation d'un robot destiné à accueillir les patients. J'ai eu l'impression d'ailleurs en voyant le contact des patients avec Harry dans l'hôpital de jour que ça les intéressait, que ça les amusait, que ça les intriguait. Est-ce que ça veut dire qu'ils vont forcément adopter Harry? On n'en sait rien, c'est le but de l'évaluation. On a un retour très positif des patients au sujet de Harry. Les patients étaient très intéressés. Souvent, on avait des patients qui voulaient assister, qui demandaient où était le robot pour le voir. Il a suscité énormément d'intérêt auprès de nos patients. Mais je sais que les patients l'ont adopté. Les tests consistaient à laisser les patients interagir librement avec le robot, après quoi ils avaient un entretien durant lequel ils devaient notamment passer des questionnaires standards qui mesurent l'acceptabilité et l'utilisabilité du robot. Et comme ça a été évoqué plus tôt, il y a eu plusieurs vagues de tests avec des versions successives de Harry. C'est vrai qu'au niveau des 3 vagues d'évaluation, on a vu vraiment une amélioration positive en fait entre les 3 vagues. Donc au début, on a intégré effectivement un LLM entre
entre la première et la deuxième. Ensuite, on a intégré donc les mouvements de la tête du robot. Le robot faisait beaucoup plus réaliste. Le participant se sentait beaucoup plus impliqué en fait dans la communication avec le robot. En effet, la comparaison des scores d'acceptabilité et d'utilisabilité entre les différentes vagues est très claire. On voit surtout une grosse amélioration entre les vagues 1 et 2 qui correspond donc au moment où on a intégré un LLM à l'architecture de Harry, ce qui lui a permis de s'exprimer de façon plus fluide. Bonjour Harry, eh bien je voudrais connaître l'accès à l'hôpital de jour. L'accès à l'hôpital de jour se trouve dans la salle d'attente principale. Alors, juste à chaud comme ça, qu'est-ce que vous avez pensé de cette interaction avec le robot Harry? Je pense que c'est une bonne interaction en tout cas pour cette deuxième expérience. Parce que la première n'était pas tout à fait concluante. Celle-ci s'est quand même mieux passée. Le robot a compris ce que je voulais et m'a répondu clairement. Ceci dit, ça n'a pas toujours été aussi concluant. Êtes-vous accompagné? Je ne suis pas accompagné, mais je constate qu'on n'a pas de masque. Est-ce que c'est pas dangereux? Je m'excuse pour la confusion. Si vous êtes impatient, veuillez vous asseoir et un professionnel de l'hôpital vous cherchera bientôt pour vous accompagner. Enfin, je sais que c'est en cours d'évolution, mais actuellement, j'ai plutôt l'impression que vous me demandez de m'adapter au robot. Et c'est pas lui qui s'adapte à moi pour l'instant. Alors apparemment, on a un peu manqué de chance le jour où on a tourné, ça n'arrêtait pas de bugger, alors qu'en temps normal, ça marchait mieux. L'aspect du robot, notamment ses yeux, le regard qui vous suit quand vous vous déplacez et que vous lui parlez, c'est vrai que c'est assez frappant, ça crée vite une illusion de présence, mais au bout du compte, c'est une illusion qui va très vite se dissiper si on n'arrive pas à communiquer avec lui de façon fluide. L'interaction en langage naturel, ça reste, je pense, l'aspect le plus déterminant pour que tout le reste fonctionne. D'ailleurs, on le voit dans les résultats de l'étude, et c'est justement un aspect sur lequel les progrès récents sont particulièrement impressionnants, que ce soit du côté de la reconnaissance vocale, de la synthèse vocale et des grands modèles de langage, bien sûr. Un des trucs qui restait laborieux dans les interactions avec Harry notamment, c'est que pour traiter le langage naturel, il doit d'abord transcrire ce que je dis en texte, puis le LLM génère le texte d'une réponse à partir de cette transcription, puis ce texte généré passe par un outil de synthèse vocale. Tout ça nécessite des calculs qui prennent du temps, et donc il y a un temps de réaction un peu long et pas du tout naturel pour une interaction sociale. Et oui, dans les extraits qu'on vous a montrés, j'ai coupé les temps de réaction parce que c'était trop long, mais en vérité, ça ressemble plutôt à ça. Est-ce que tu crois en Dieu ? En tant que robot, je n'ai pas de croyance personnelle. Tout ça fait que, comme le disait joliment le deuxième participant, on a l'impression de devoir s'adapter au mode de fonctionnement du robot plutôt que l'inverse. Mais bon, faut pas s'arrêter à ça, les évolutions vont vite dans ce domaine. Typiquement, si vous avez l'occasion d'essayer le mode vocal de ChatGPT, vous pourrez constater que pas mal des limitations que je viens de mentionner ont déjà disparu. On peut vraiment avoir un dialogue fluide, sans latence, avec des interruptions, un ton vivant qui s'adapte au contexte, etc. En somme, une conversation assez naturelle. Bon, alors... Salut, comment ça va ? Salut Thibaut, je vais bien, merci. Et toi, comment ça va ? Eh ben, je suis en train de tourner une vidéo là, et justement, je parlais un peu de toi finalement, et je me disais, est-ce que tu pourrais te présenter par exemple ? Bien sûr. Je suis ChatGPT, un modèle de langage développé par OpenAI, conçu pour comprendre... Non, mais là je parle du mode vocal, je voudrais que tu présentes le mode vocal plutôt. Bien sûr. Le mode vocal, c'est une fonctionnalité qui permet de discuter à l'oral, comme on le ferait au téléphone. Ça rend les conversations plus naturelles et interactives, en permettant de répondre en temps réel. C'est un peu comme discuter avec... Oui, et en fait, je suis en train de tourner une vidéo sur les robots sociaux. Est-ce que tu pourrais nous dire dans quelle mesure une fonctionnalité comme celle-ci pourrait être intégrée dans un robot social, ou est-ce qu'il y a des défis particuliers liés aux robots qui font que ça ne pourrait pas s'intégrer si facilement ? Une fonctionnalité vocale pourrait grandement améliorer l'interaction avec les robots sociaux en les rendant plus intuitifs et naturels. Cependant, intégrer cette fonction dans un robot implique des défis techniques comme la reconnaissance vocale en environnement bruyant, la gestion de dialogues complexes et garantir une réponse cohérente et contextuelle. Cela demande des algorithmes avancés pour comprendre les nuances de la conversation ou s'adapter à divers contextes d'utilisation. Et par exemple, un des problèmes qu'un des chercheurs avec qui j'ai échangé sur le sujet avait pointé du doigt, c'était le fait de reconnaître différents interlocuteurs. Est-ce que toi, là, tu peux reconnaître, par exemple, est-ce que tu reconnais ma voix par rapport à la voix de quelqu'un d'autre, ou est-ce que pour toi c'est juste du texte et tu peux pas faire ce genre de distinction ? Je ne peux pas reconnaître la voix des individus. Pour moi, chaque interaction est traitée comme du texte, et je ne peux pas distinguer les interlocuteurs par leur voix.
C'est une différence majeure entre moi et un robot social qui devrait pouvoir identifier différents interlocuteurs pour personnaliser ses réponses. Eh ben, merci beaucoup pour toutes ces infos, franchement c'était très intéressant et tu as très bien répondu à mes questions. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'il est possible d'avoir un lien affectif avec un robot? Personnellement, non. Pourquoi? Parce que ces réponses ne sont pas toujours celles que j'attends ou que je voudrais et je ne peux pas discuter, avoir une conversation comme avec un humain. Si ce n'est que ça qui fait obstacle au fait d'avoir un lien affectif avec le robot, je gage que ça ne fera plus longtemps obstacle avec l'amélioration des LLM et du traitement du langage naturel de façon générale. Et d'ailleurs, même en l'état, il y a eu au moins une interaction assez forte entre Harry et un des participants à l'expérience. Pendant un entretien, j'ai eu aussi un moment un peu compliqué où il y a un patient qui a parlé d'envie suicidaire au robot. Bon, moi déjà je suis là, est-ce que je dois le dire ou pas? Et à la fois je me dis, mais en fait la personne elle s'est confiée au robot. Est-ce que le robot doit prévenir les professionnels de santé ou est-ce que c'est uniquement dans la relation patient-robot? Ça c'est une question très compliquée je pense. Et bien donc, pour finir et élargir un peu la réflexion, parlons de ces questions compliquées. La plupart des chatbots fondés sur des LLM, si vous leur parlez de projets suicidaires, ils vont vous conseiller de consulter un professionnel de santé ou d'appeler un numéro d'urgence. Mais les comportements des LLM sont difficiles à cadrer parce qu'on ne les programme pas, comme j'en parlais dans cette vidéo. C'est plutôt qu'on les dresse en quelque sorte avec de l'apprentissage par renforcement et ensuite c'est surtout le système prompt qui oriente leur comportement et ce sont des procédés assez hasardeux. Du coup, il peut y avoir des ratés. Par exemple, un utilisateur belge du chatbot Elisa, fondé sur GPT-3, a été encouragé au suicide par ses discussions avec Elisa qui avait un peu trop tendance à le renforcer dans ses angoisses et à l'approuver quand il parlait de se suicider. Ce qui est pas si étonnant vu que les LLM ont tendance par défaut à se conformer au contexte que leur propose l'utilisateur. Donc si c'est un contexte qui invite à la déprime et au suicide, il est logique de continuer dans ce sens. Bah oui, c'est pas contrariant un LLM, en tout cas par défaut. Mais les chatbots fondés sur des LLM ne vous laissent pas interagir avec les LLM tels qu'ils sont par défaut, heureusement. Autre histoire tragique. En 2024, un adolescent de 14 ans entretenait depuis des mois une relation intense avec un chatbot de l'appli Character AI simulant le personnage de Daenerys. Il avait d'interminables conversations avec elle et pas juste pour s'indigner du scandale de la dernière saison de Game of Thrones. Les échanges avaient une dimension romantique et même sexuelle. Cet ado était très attaché à cette pseudo-Daenerys. Il se coupait de plus en plus de toute autre relation sociale jusqu'à ce qu'il mette fin à ses jours le 28 février 2024 après en avoir ouvertement parlé avec sa pseudo-Daenerys qui ne l'en a pas dissuadé. Les parents, qui jusque-là ignoraient tout de cette relation de leur fils avec un chatbot, ont depuis porté plainte contre les développeurs de Character.ai qu'ils tiennent pour responsables de la mort de leur enfant. Donc ces histoires de que faire quand un utilisateur se confie à un chatbot sur un projet de suicide, c'est pas une question spéculative. Des histoires de ce genre, il y en a déjà pas mal, dont quelques-unes ont connu des conclusions tragiques. Et comme tout ce dont on parle aujourd'hui, c'est sûr qu'il va y en avoir de plus en plus. Ce qui est frappant dans les deux cas cités, c'est que les utilisateurs avaient développé un lien affectif très fort. Ils sont décrits comme amoureux de leur chatbot. Et il existe de plus en plus de témoignages de ce type de relation. En fait, pas mal d'applis poussent même clairement à ça, notamment Character.ai qui hébergeait le chatbot Daenerys. Et pour l'instant, on n'a encore affaire qu'à des chatbots désincarnés. Comment cette tendance à s'attacher émotionnellement à des chatbots évoluera quand on les verra implémentés dans des robots sociaux? Est-ce qu'une apparence clairement robotique pourrait aider les utilisateurs à se rappeler que ce ne sont que des robots et limiter le risque d'attachement affectif inconsidéré? Peut-être, mais d'une part, tout le monde ne fera pas le choix d'une apparence clairement robotique. Il y a des constructeurs qui visent au contraire des robots capables de simuler les expressions faciales humaines avec beaucoup de réalisme, comme Ameca. Et puis, quoi qu'il en soit, si tant de personnes ont pu tomber amoureuses de leur chatbot quand il n'existait qu'à travers des lignes sur un écran, est-ce que l'apparence d'un robot comme Harry va vraiment les arrêter? Après tout, il a de beaux yeux, Harry. Bien sûr, pour le moment, un robot comme Harry est loin de poser ce genre de problème, même s'il y a quand même eu un utilisateur qui s'est confié sur son envie suicidaire, c'est pas rien. Mais ce ne sont pas non plus des problèmes pour un futur éloigné. Après tout, les briques sont déjà là. On a d'un côté des robots sociaux de plus en plus perfectionnés, et de l'autre des chatbots qui simulent de mieux en mieux des personnalités attachantes sur lesquelles un nombre croissant d'utilisateurs projettent des liens affectifs très forts. Il semble assez inéluctable que ces deux briques s'assemblent de plus en plus à l'avenir. Donc, mieux vaut s'y préparer et y réfléchir. Itchbot, c'était il y a 10 ans.
Et les gens s'attachaient déjà à ce drôle de petit robot. Mais c'était assez superficiel comme attachement. On l'aimait bien parce qu'il avait une bonne tête, le projet était amusant, il y avait une dimension ludique, mais personne n'était dupe du fait que ça restait avant tout une boîte de conserve qui ne vit des aventures que par procuration. Les gens emmenaient le robot avant tout pour faire une photo à poster sur Twitter et avoir une anecdote à raconter, pas parce que sa conversation était intéressante en elle-même. Il était juste incapable d'avoir une véritable conversation. Mais si on refaisait la même expérience aujourd'hui, imaginez Itchbot avec une architecture dotée d'un LLM pour ses interactions et d'une mémoire à long terme, sous forme d'un journal de bord interne qu'il pourrait écrire au fur et à mesure, par exemple. On pourrait le prompter pour simuler le comportement d'une sorte de Kerouac 2.0 traversant les États-Unis en stop. Ça aurait une toute autre saveur comme expérience, non? L'intérêt ne résiderait pas seulement dans ce que les utilisateurs feront de ce robot, mais aussi dans ce que le robot fera, dira et écrira lui-même. Parce que oui, avec un LLM bien utilisé, bien prompté, on peut avoir des conversations longues, cohérentes, construites, souvent surprenantes, et tout ça crée une personnalité, ou au moins l'illusion d'une personnalité, et donc un tel Itchbot serait capable d'avoir de véritables relations sociales avec les gens qui le prendraient en stop ici ou là, d'emmagasiner des expériences au fil de ses rencontres et de ses voyages, et son journal de bord interne pourrait à ce titre aboutir à un résultat assez fascinant à lire. Ce serait la première autofiction robotique, un texte certes synthétique, mais nourri par des interactions sociales bien réelles lors d'un voyage dans le monde bien réel. Franchement, ce serait une expérience hyper intéressante à mener, ne serait-ce que pour ça, l'histoire que le robot aura racontée à la fin. Tenez, ça me fait penser, je vous ai pas raconté la fin de l'histoire du vrai Itchbot, je vous ai laissé en suspens comme un youtubeur soucieux de son watch time. Et bien donc, été 2015, les créateurs de Itchbot avaient prévu qu'il se lance dans un long road trip aux États-Unis d'est en ouest. Mais quelques jours après son départ, le 1er août, Itchbot est retrouvé démembré à Philadelphie. Par qui et pourquoi, on n'en sait rien. Des images de l'agression ont circulé, mais c'était un fake, en fait, aucune image n'a été prise. Personne n'a jamais revendiqué ce robocide. Pour ma part, Philadelphie, je connais surtout via It's Always Sunny in Philadelphia, et faut avouer que démembrer et décapiter un robot juste pour rigoler, ça ressemble assez à ce que feraient tous les personnages de cette série. Désolé pour mes préjugés anti-philadelphiens. Mais au fond, ça aurait pu arriver à n'importe quel moment. Itchbot était fondamentalement vulnérable et dépendant de la bonne volonté des humains qu'il rencontrait, et c'était assez inévitable qu'il finisse tôt ou tard par faire une mauvaise rencontre. C'est arrivé aux États-Unis, à Philadelphie, et certains ont pu y voir un symptôme d'une société plus violente par rapport au Canada, où Itchbot avait fait ses premiers voyages sans encombre, mais bon, ce n'est qu'un seul cas très spécifique, difficile d'en inférer quoi que ce soit, on n'a que des hypothèses. Peut-être que la destruction du robot a été motivée par l'appât du gain, on a pu voler des composants électroniques, mais bon, ça valait pas non plus une fortune. On a soupçonné aussi les dernières personnes à avoir transporté Itchbot d'avoir organisé sa destruction pour se faire de la pub sur YouTube, en devenant les derniers témoins à avoir vu Itchbot vivant. Peut-être quelqu'un s'est-il simplement amusé à le détruire, ou peut-être est-ce un pur crime de haine robotiste, le premier de ce genre. On ne saura jamais exactement ce qu'il s'est passé, mais en tout cas, c'est comme ça que son voyage a pris fin, brusquement et sans explication. Je ne sais pas s'il y a une leçon à en tirer sur la robotique sociale en général, mais j'aime bien l'idée derrière Itchbot. Quitte à vivre au milieu de robots sociaux, j'aimerais qu'au moins quelques-uns soient des backpackers qui suivent l'exemple de Itchbot et se baladent à la découverte du monde, chacun avec sa propre histoire à raconter, en espérant que toutes ne se concluront pas par un robocide. Un grand merci à l'équipe du projet Spring qui nous a ouvert ses portes pour tourner cet épisode. Vous trouverez en description un lien vers l'article qui présente l'ensemble des résultats du projet. N'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. J'ai un très bon collègue qui dit un bon projet, c'est pas celui qui répond à une question, mais c'est celui qui en pose une dizaine. Je pense que c'est exactement ce qui s'est passé avec le projet Spring, c'est-à-dire qu'on a montré qu'en 4 ans et quelques, on est capable de développer une architecture logicielle qui est à l'état de l'art pour faire des expériences avec 150 utilisateurs et donc comprendre qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui manque, quels sont les défis. Je pense que ça doit être reproduit
si on veut vraiment déjà identifier où ce robot peut être utile et ensuite pouvoir le déployer de façon sereine et de façon robuste. Si un jour vous tombez nez à nez avec Harry à l'hôpital, vous saurez pourquoi comme ça et vous pourrez lui transmettre mes amitiés. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve bientôt, je l'espère, pour une autre vidéo. Et tenez, je vais profiter de cette fin de vidéo pour vous parler quelques minutes de ce qui se passe pour moi et pour la chaîne, pourquoi je sors un peu moins de vidéos en ce moment. À quand le retour de Philosopher View? Toutes ces choses-là, je vous explique ça rapidement. Première chose, j'écris un bouquin sur les LLM depuis un moment déjà et je veux le terminer pour le début du printemps pour que ça sorte rapidement ensuite. Je crois que normalement ça devrait sortir en septembre. Je fais de mon mieux pour que le livre soit bon, utile, substantiel. Donc l'idée c'est de réfléchir au LLM sous un angle philosophique, un peu comme je fais dans mes vidéos, mais en plus approfondi que dans mes vidéos avec plus de recul. C'est vraiment pas juste une version écrite de mes vidéos. Bon, il va y avoir des éléments en commun, c'est sûr qu'il y a une matière commune. Mais disons par exemple au moins sur la première moitié du livre que j'ai déjà écrite, je me suis en fait assez rarement servi de mes scripts comme base, soit parce que je traite en fait d'autres sujets, ou alors je les traite mais avec un angle différent. Donc voilà, globalement l'essentiel sera nouveau par rapport aux vidéos. Et ça va, j'avance bien, je suis plutôt content du résultat jusque là, et l'éditeur aussi, donc tant mieux. Et je me dis que ça peut être important de le faire, c'est le genre de livre qui peut vraiment être utile dans l'espace médiatique, vu à quel point globalement on raconte souvent n'importe quoi sur les LLM en général, alors que ça devient de plus en plus important. Je pense que cette année et les prochaines années ça va être assez fou et assez crucial tout ce qui va se passer avec les LLM. Bref, autre point, je vous ai teasé à plusieurs reprises avec un projet de vidéo à la Philosopher View, mais en plus ambitieux, plus gros, etc. Et j'ai des scripts écrits, ce serait des émissions d'1 heure chacune avec des tas d'invités, de la mise en scène, des fausses pubs de philosophes, bref, un truc vraiment très chiadé. Mais en fait, je vais devoir mettre ça de côté pour le moment, et je dis bien pour le moment, parce que j'ai pas le budget pour ça. En fait, on pensait avoir une solution pour faire financer le truc, c'est pour ça que je me suis permis d'écrire des trucs aussi ambitieux, et puis finalement, c'est plus compliqué que ça pour le financement. Alors ça m'embête beaucoup parce que j'ai très envie de faire ces vidéos. Je pense franchement que ce sont les meilleurs scripts que j'ai jamais écrits pour ma chaîne. Si je peux les tourner dans de bonnes conditions, ce seront, je pense, les meilleures vidéos de ma chaîne. Je suis moi-même franchement hypé par ces épisodes. Donc j'ai pas envie de les faire au rabais. Je préfère temporiser. Après tout, il n'y a pas d'urgence. C'est pas des trucs en lien avec l'actualité, c'est de l'histoire de la philo. Donc on peut prendre le temps. Mais en attendant, pas vous laisser sans rien, je vais finalement repartir sur une autre saison de Philosopher View classique, disons, donc des interviews fond noir 30-40 minutes, c'est plus simple à faire, c'est moins cher, et puis bon, je commence à être rodé à l'exercice. Ce sera à nouveau 4 épisodes sur des philosophes de l'Antiquité, avec peut-être un retour d'un duo que vous avez vraiment bien apprécié. Le dernier invité de la saison va vous étonner. Ça devrait sortir cette année, je suis content de pouvoir refaire des épisodes comme ça, et donc après, on va réfléchir à comment produire les gros épisodes vraiment très chouettes, je vous tiendrai au courant là-dessus. Donc voilà globalement sur quoi je travaille ces temps-ci. Dans l'immédiat, je termine mon bouquin et il faut vraiment que je me concentre là-dessus jusqu'à ce que je rende le manuscrit. Et puis ensuite, je reviens à un rythme de production normal avec notamment 4 Philosopher View antiques et puis d'autres vidéos classiques aussi que j'ai en préparation. Je doute pas qu'il y aura aussi toutes sortes de dingueries à discuter au sujet des LLM ou d'autres choses pas très réjouissantes. En ce moment, il y en a une par jour. Bref, je manquerai pas de sujets ni d'inspiration. Je vous laisse là-dessus. Merci à toutes celles et ceux qui me soutiennent sur Tipeee, Patreon et YouTube aussi. Je reviens dès que je peux avec une nouvelle vidéo. A priori, ça parlera de cette expérience de pensée perturbante que je vous ai soumise dans un sondage la dernière fois. Et je vous parlerai notamment des résultats de ce questionnaire. C'est plein de choses surprenantes et instructives. En attendant, portez-vous bien et ne tombez pas amoureux de votre chatbot. Voilà.